What's up guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, on va décrypter l'équipement du soldat taïwanais. Enfin, si je puis dire, on devrait plutôt l'appeler le soldat de la République de Chine. La situation de Taïwan est très intéressante, ainsi que son histoire. Pourquoi cette île est devenue un pivot de l'économie asiatique? Ce sont les Portugais et les Espagnols de l'Alliance ibérique qui découvrent l'île en 1626. Ils vont rester 16 ans jusqu'à l'arrivée des Hollandais qui vont les mettre dehors. La présence des Hollandais sur l'île va être écourtée par un soulèvement des royalistes Ming qui vont les foutre dehors. Ces royalistes, ces Chinois, vont rester plusieurs siècles sur l'île, jusqu'à la défaite de la Chine face au Japon en 1895. Ils ne vont pas avoir le choix que de laisser l'île à leur ennemi de toujours, le Japon. Les Japonais ne sont pas réputés pour être tendres avec les populations conquises. Ils vont leur laisser le choix entre soit devenir japonais ou soit mourir. Les Japonais vont surtout installer quelque chose qui va faire la force de Taïwan, et on peut voir encore aujourd'hui, c'est l'industrie. Jusqu'en 1945, Taïwan est japonais. Suite à la reddition du Japon, Taïwan passe dans les mains de l'OTAN. Ça ne va pas durer car l'OTAN va redonner Taïwan aux Chinois. Mais en 1949, entre communistes menés par Mao et les nationalistes menés par Chiang Kai-shek, le conflit fait rage, une guerre civile éclate et il va y avoir la défaite des nationalistes qui vont se réfugier à Taïwan, entraînant avec eux plusieurs millions de Chinois. Mais ce goût amer de la défaite reste un petit peu dans la bouche de Chiang Kai-shek et décide tout de même d'organiser son armée en une armée offensive dans le but de reprendre les territoires. Après plusieurs tentatives infructueuses et plusieurs échecs majeurs militaires sur les côtes chinoises, Taïwan va devoir se résigner à jeter l'éponge. Pourquoi? Car déjà les attaques amphibies ne fonctionnent pas et surtout en 1970, la Chine a un siège permanent à l'ONU. La Chine est reconnue par les États-Unis, qui ont sans doute des enjeux économiques à les reconnaître, et ça va sonner le glas des espérances, des ambitions des Taïwanais. Ce n'est que partie remise si on peut dire, car l'armée offensive va devenir défensive. Son arme principale n'est plus l'attaque, mais son économie. Parlons maintenant des forces armées. Son armée est entraînée à faire face aux assauts, aux tentatives d'invasion amphibie de la Chine. C'est une armée qui doit se déployer rapidement et qui doit faire face à beaucoup de combats urbains. Donc ils ont des moyens à disposition pour faire face à de telles attaques. Les contingents taïwanais sont quand même assez conséquents. Il faut rappeler que sur l'île, il y a 23 millions de personnes. Donc c'est énorme, c'est beaucoup de personnes qui sont concentrées au même endroit. Il y a 290 000 soldats actifs, 2,8 millions de soldats de réserve et en cas de mobilisation générale, 5,8 millions d'hommes. Avec ceci, on va rajouter quelques milliers de tanks et de véhicules blindés, environ 4000. Pour les appareils de combat, avions, hélicoptères, environ 1200 appareils. Et une centaine de navires de guerre. Et quelques sous-marins, 4 environ. Le nombre de drones n'est pas donné, mais je pense qu'ils ont plusieurs centaines de drones à leur disposition en cas d'attaque. Tout ça rentre dans une enveloppe de 13 milliards d'euros par an, ce qui fait environ 2,1% du PIB. La guerre en Ukraine a fortement accéléré le processus d'armement des pays. Taïwan n'est pas un cas à part, ils ont aussi changé leur méthode. Ils préfèrent maintenant produire en masse des lance-roquettes, des armes anti-chars en grande quantité que d'investir dans des lourds armements coûteux et longs à fabriquer. En plus de ça, ils ont calqué, on va dire, leur méthode de guerre sur la méthode ukrainienne, c'est-à-dire les réservistes, les civils, de créer une force territoriale. Les Taïwanais sont en train de faire la même chose. Ils ont vu que des civils bien entraînés et bien équipés peuvent ralentir la progression de n'importe quelle armée. We gotta prepare ourselves not to win, but to survive, to protect our homeland. Chris is one of the many Taiwanese. D'après différentes sources, les gentils américains sont aussi présents sur l'île
pour former civils et militaires au combat urbain, et j'en passe. Le gouvernement taïwanais a bien compris l'enjeu des petits équipements. Les drones qui coûtent quelques centaines de dollars à produire peuvent détruire un bâtiment, peuvent détruire un véhicule de plusieurs millions de dollars. Donc c'est primordial de réorienter son industrie sur des équipements de ce type. On enchaîne ensuite sur la méthode hiérarchique, sur comment se compose l'armée. C'est très simple, il y a 4 branches. Les forces terrestres de l'armée taïwanaise sont réduites un petit peu à peau de chagrin niveau équipement. Taïwan estime que l'infanterie n'est pas spécialement important pour l'île. Bon, peut-être que je me trompe, mais c'est mieux d'avoir des soldats entraînés et bien équipés face à un assaut amphibie. Voilà, bon, c'est mon point de vue, mais c'est pas du leur. Parce que déjà, on peut voir qu'ils ont un équipement qui est assez ancien par rapport à d'autres armées, surtout par rapport à la Chine. Ils ont des véhicules qui ont une vingtaine, trentaine d'années, qui sont revalorisés, mais ça casse pas non plus 3 pattes à un canard. L'équipement du soldat, qu'on verra tout à l'heure, est assez basique. En soi, l'armée taïwanaise, c'est juste une armée d'opposition. Voilà, elle va camper sur ses plages, elle va avoir un entraînement, on va dire, pour le combat urbain, et ça s'arrête là. Voilà, ce ne sera pas une force d'invasion. Pour vous montrer le contexte, quand un Chinois va débarquer, j'espère qu'il ne débarquera pas parce que sinon, voilà, on est mal barré, mais les fortifications de plage et autres, enfin, ça va être une boucherie, ça va être du tir au pigeon. Maintenant, la marine chinoise, elle est dans le même état un petit peu que l'armée de terre, hein. Ce sont environ 100 bâtiments de guerre, et dans ces 100 bâtiments de guerre, il y a énormément de navires qui ont été déclassés. Enfin, des navires américains qui ont été déclassés et après revendus aux Taïwanais. Certains ont été modernisés, mais sans plus. Et niveau sous-marin, c'est la même chose. Taïwan dispose que de sous-marins, on va dire, de catégorie inférieure par rapport à son principal adversaire. Je vous rassure, Taïwan ne se laisse pas faire, comme on dit, plus c'est petit, plus c'est teigneux. Taïwan ne se laisse pas abattre et a donc décidé, de son propre chef, de développer ses propres navires et ses propres sous-marins. Car oui, il ne dispose que de 4 petits sous-marins, des sous-marins de classe inférieure aux ennemis qui lui font face. Donc depuis 2014, ils ont décidé de lancer un programme de sous-marins. Parce que oui, il y a encore eu un scandale. Voilà, encore des pays à qui ils voulaient acheter, mais qui n'ont pas voulu parce que ça pouvait rentrer en conflit avec leur intérêt en Chine. Bon, je ne fais pas de politique, mais vous pouvez facilement vous renseigner sur internet. Les forces aériennes. Alors là, c'est là où Taïwan met tout le budget. Il dispose de très très bons avions de chasse, notamment des avions de chasse américains, et pas n'importe lesquels, des avions de chasse espions, que seuls les Taïwanais ont, à part les Américains, voilà. Mais sinon, ce sont les seuls au monde à disposer de tels appareils. Mais même niveau apprentissage et temps de vol des pilotes, on équivaut à celui des Français, environ 150 heures par an de pilotage, enfin d'entraînement. Et dispose des meilleurs missiles sur le marché. Et comme avec les navires, ils sont en train de développer leurs propres avions, leurs propres systèmes d'armement, leurs propres munitions. Ils veulent être, à vrai dire, semi-autonomes, parce que pour l'instant ils ne peuvent pas tout créer, ce n'est pas possible. Ils ont pris beaucoup de retard par rapport à d'autres superpuissances. Chose très importante, c'est qu'ils ont aussi déployé des aéroports secrets sur l'île. Certaines routes sont aussi des pistes d'atterrissage ou de décollage d'appareils de chasse. Taïwan a vraiment développé sa supériorité de l'air. Voilà, ils ont vraiment mis tous les moyens pour opposer la plus forte résistance et donner le plus de temps, on va dire, aux troupes au sol, le plus d'avantages en mettant toutes leurs ressources, enfin une grosse partie de leurs ressources, dans le budget de l'aviation. Pour protéger son aviation, Taïwan a mis en place des systèmes de protection ultra développés, des systèmes américains, mais comme je l'ai dit, ils développent leur propre système de leur côté. Oui, parce qu'en cas d'invasion chinoise, le seul moyen concret d'arrêter ou de ralentir les opérations, c'est d'avoir une aviation performante. Si vous contrôlez les airs, vous contrôlez le sol. C'est pas moi qui le dis. Et aussi, l'aviation servirait, en cas de blocus, de ravitailler ou de se faire ravitailler plus facilement.
La dernière branche, c'est la police. Alors eux, ils sont autonomes. Je veux dire, voilà, c'est une armée dans l'armée. Ils disposent de tout l'arsenal qu'un soldat peut avoir. Ils ont aussi le leur. La police est là pour protéger les bâtiments, on va dire, principaux, ambassades, palais présidentiels, infrastructures, on va dire, importantes. Et bien sûr, elle va porter secours à la population en cas de catastrophe ou d'attaque terroriste par exemple. Et la police dispose de véhicules blindés et même d'artillerie. Parlons maintenant des fabricants et des programmes d'armement. Taïwan a un intérêt à produire tous ces équipements. Quand je dis tout, c'est relatif, mais une bonne partie. Essentiellement pour la raison suivante, comme je l'ai invoqué précédemment, s'il y a un blocus, Taïwan est totalement bloqué. Donc ils vont développer ce qu'on appelle des systèmes d'armement autochtones. Ça va de la balle de 9 mm jusqu'aux missiles de chars, d'avions ou de bateaux. Le principal maître d'œuvre de ces programmes, je lis ma fiche parce que c'est un nom qui n'est pas facile à prononcer, c'est le Chung Chang Institute Science and Technology. C'est eux qui vont concevoir et fabriquer la plupart des innovations made in Taiwan. D'autres fabricants rentrent en ligne de jeu. Il y a ce qu'on appelle les arsenaux. Le principal, en tout cas pour tout ce qui est la fabrication d'armes légères et lourdes, c'est le 205e. Il y a le 202e, le 203e et le 209e arsenal qui va créer là des plus gros, on va dire, systèmes, genre des chars et compagnie. Le conflit ukrainien a fortement speedé les arsenaux à produire encore et encore du petit matériel. Comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus avantageux d'avoir beaucoup de petits matériels qui peuvent détruire des gros véhicules très longs et très coûteux à fabriquer. Et c'est pour cela qu'ils vont développer eux-mêmes leurs armes. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Bon, certains systèmes sont indispensables, notamment les systèmes de radar de détection de missiles. Celui qui leur est propre n'est pas encore, on va dire, fiable. Ils doivent s'appuyer sur une technologie très avancée qui est la technologie des Américains qui permet de détecter un missile à plus de 5000 km. Ouais, c'est quand même un truc assez conséquent. Donc ils sont obligés encore d'avoir un soutien américain. Pour reprendre l'expression d'une journaliste qui a fait un petit papier sur Taïwan et les États-Unis, a écrit noir sur blanc que le souhait des Américains, c'est de faire de Taïwan un porc-épic. C'est-à-dire de le rendre carrément pas invincible, ni invulnérable, mais le plus dur à toucher. Un porc-épic, tout le monde sait ce que c'est. Si vous approchez trop, vous allez avoir une volée de piquants. Et les Américains veulent reproduire ça en leur fournissant des javelines, des stingers et autres missiles anti-chars ou même navires ou avions. When a smaller military tries to defend itself from a larger military, which is the attacker, and it uses lots of smaller weapons. This strategy has inspired Taiwan and even its president to rethink how to defend itself against a much larger adversary, China. La première arme dont on va parler, c'est une arme de destruction. Le lance-roquette Kestrel fait partie de cette lignée de matériel autochtone. C'est un petit lance-roquette qui est facilement déployable et qui peut détruire petits véhicules, gros véhicules et bâtiments et infrastructures défensives. Ce type de matériel va être produit en grand nombre pour pouvoir être déployé très rapidement en cas d'invasion. Avoir un tel matériel sur champ de bataille est vraiment indispensable maintenant. À produire, ça coûte pas tellement cher et vous pouvez détruire un véhicule de plusieurs millions de dollars en cas de touche directe. Passons sur les armes de précision. Le T-93 est la copie du M24 américain. Beaucoup d'armes se sont calquées sur des systèmes et des looks très américains. Si vous ne l'avez pas compris, les Américains ont une influence énorme sur Taïwan. Donc ils n'ont pas voulu tout chambouler et passer sur des AK par exemple. Voilà, ce T-93 a une portée effective de 800 mètres et tire du 7,62 autant. Et l'avantage qu'il a, c'est qu'il peut se déployer sur tous les environnements de l'île. Plus ancien, le T-57, qui est la copie du M14. Quant à lui, il est plutôt destiné aux armées de réserve ou alors pour de l'entraînement. Et toujours chambré en 7,62 autant. En fusil d'assaut, bon, on va parler essentiellement des fusils made in Taiwan. Le premier, c'est le T-65, qui est
une copie du M4 américain. Bon, il n'y a pas grand chose à dire dessus, le concept est le même, il a subi plusieurs améliorations et plusieurs revalorisations au fil du temps, mais là actuellement c'est plus sur de l'arme de réserve. Ces revalorisations, ces améliorations, appelez ça comme vous voulez, portent un nom. C'est le T65, K2 ou K3. Et ce T65 est chambré en 5,56 par 45. Le T86 est un fusil d'assaut. Il n'est pas destiné à la conventionnelle. Là, c'est plutôt pour les forces spéciales. Il y a quelques améliorations qui ont été faites, notamment esthétiques, le garde-main, la crosse, bref. Il y a plein de petits détails qui font qu'ils sont plus dédiés aux forces spéciales. Et aussi, ils peuvent recevoir un M203, la copie du moins. Le dernier grand fusil de dotation, c'est le T91. Donc là, il regroupe toutes les améliorations récentes. Il y a eu différents variants, modes, suivant l'environnement et les années de production, comme vous pouvez vous en douter. Le dernier T91 en dotation, c'est le T91 K3. Nouveau canon, plus précis et peut accueillir plus d'éléments, plus d'accessoires. Mais ces armes commencent à devenir un petit peu trop vieillissantes. Taïwan veut améliorer un petit peu l'esthétisme et les caractéristiques de leurs armes. Donc ils ont lancé un projet, un programme. C'est le programme XT. Et la première arme qui sort de ce programme, c'est le XT97. Qui est une arme en 5,56 et qui se veut, on va dire, de nouvelle génération. Puis vient le XT104. C'est une arme de petit format qui ressemble à un UMP7 et qui se veut être un pistolet mitrailleur, un submachine gun. Arme compacte et qui peut tirer des cartouches de 9 mm par 19. Puis vient le XT105 qui est un fusil dit MSR, Multi-Utilisation Service Rifle. Pour vous donner une idée, ça serait un petit peu comme le Scar H. Plus récemment, en 2017, c'est le XT107 qui fait son apparition, qui est le nouveau fusil de précision de l'armée taïwanaise, chambré en 7,62 autant. En arme de poing, on va dire qu'il n'y a pas grand chose. Sur ce plan-là, les Taïwanais vont beaucoup créer en fait des armes sous licence, notamment avec le T75K1 et K3, qui est la copie du coup du Beretta M9. Autre pistolet mitrailleur, c'est le Type 77, qui est la copie sous licence du Uzi israélien. Autre arme que tout le monde connaît, c'est le MP5, qui est beaucoup utilisé par la police taïwanaise. En arme de soutien, on va retrouver deux modèles. La première dont on va parler, c'est la T75, qui est une arme qui ressemble étrangement à la Minimi. Là, je ne sais pas si elle est sous licence, mais je sais pertinemment qu'elle est encore utilisée aujourd'hui. Cette arme, on va la retrouver un petit peu partout, que ce soit sur le fantassin, sur des blindés, sur des navires de guerre. Elle est omniprésente. Et terminons avec les armes de soutien, avec la T74 chambrée en 7,62 autant, qui est là, pour le coup, une arme sous licence. C'est la fameuse FN MAG. En France, on appellera la MAG 48 par exemple. Cette arme est très présente, que ce soit au sein de l'infanterie ou sur les véhicules. C'est une arme, on va dire, polyvalente. Concernant les camouflages, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y a 3 camouflages, on va dire, principaux. Je ne vais pas parler des camouflages qui sont un petit peu trop vieux, je vais faire là une généralité. Le premier, c'est le DDCU, adopté en 2013, qui va reprendre un camouflage pixelisé. Ce camouflage va s'adapter parfaitement au relief de l'île, ainsi qu'aux zones urbaines très denses. Le second camo, c'est le Tiger Strip, et son cousin, le Digital Tiger Strip. Premier, ça va être pour la dotation de la réserve. Voilà, c'est un camo qui date du Vietnam, qui n'est plus trop d'actualité, malgré son emploi récemment. Mais le nouveau Tiger Strip qui est actif au sein de la marine, c'est le Digital Tiger Strip. Alors ce camo va être vraiment employé par les forces spéciales taïwanaises. Et le dernier, le grand classique, le multicam. Rien à dire dessus, tout le monde connaît. Passons à l'équipement individuel. Suite logique du camouflage, c'est sur quoi on va le mettre. D'après ce que j'ai compris, il y a différents niveaux de qualité au sein de l'armée. Si vous êtes un fantassin, votre matériel va être assez, on va dire, lambda. Il n'y aura pas de trucs super fous en termes d'équipement. Si vous faites partie de la marine, vous aurez un équipement un petit peu plus sophistiqué et qui se dégradera moins avec le temps.
Commençons par le casque. Le casque, c'est un EMBH 105. Ce casque s'inspire des tendances occidentales, mais il a l'avantage d'être produit à Taïwan. Et il va facilement équiper toutes les petites têtes des soldats. Alors, il n'a rien à envier aux autres, c'est un casque qui plus est très classique, il n'y a rien de bien fou dessus. Un autre casque, beaucoup plus ancien et aussi utilisé, c'est le Page GT. Pareil, je ne vais pas vous raconter la vie de ce casque-là, je l'ai raconté dans d'autres vidéos, et ça va être vraiment pour les troupes de réserve. Il en existe un dernier qui est encore utilisé, là c'est sûr, pour l'entraînement et les soldats de réserve, c'est le M1 taïwanais, donc casque d'après-guerre. En gilet tactique, bon, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors les gars, c'est simple, ils ont que de la repro, mais vraiment, ils le disent eux-mêmes, en fait, ils ont copié sur tout le monde. On va avoir du LBT, on va avoir du MBAV, on va avoir du CIRAS, on va avoir du porte-plaque très simple, style PACA, du brolage type Vietnam, et même quelques JPC qui vont traîner à droite à gauche. Voilà, tout ce système d'équipement individuel peut être couplé avec des plaques de catégorie niche 3A. Peut-être qu'il y a des plaques beaucoup plus performantes pour les forces spéciales, mais en tout cas, j'ai trouvé que ça comme information. Bref, ces gilets n'ont rien de bien extraordinaire, ça va être vraiment du gilet de masse qui va être adapté bien sûr au gabarit des Taïwanais. Les gilets américains ne vont pas spécialement aller sur des soldats taïwanais, donc ce sont eux qui vont, on va dire, créer leur propre gilet, mais en s'inspirant énormément du matériel existant. Ils ont la chance d'avoir à Taïwan toutes les entreprises pour reproduire n'importe quoi. Ils ont la technologie, ils ont l'expérience, donc tout l'équipement qu'on va voir en fait sur les photos, ben, c'est malheureux à dire, mais c'est du chip en fait, c'est vraiment du chip. Il y a même un gilet, c'est Guarder qui le fait, donc Guarder qui est une marque taïwanaise. Il va y avoir beaucoup de reproductions, je parle notamment des casques auditifs, parce que j'en ai vu aucun, je pense, sur un soldat. Après, ils ont leur propre système de radio, mais j'ai pas vu d'équipement, on va dire, de protection individuelle de fou. Voilà, à part des bouchons d'oreille en silicone, j'ai pas vu grand chose d'autre. Mais voilà, ça reste quand même une armée de défense, et ils sont pas là pour avoir du gros matos, mais avoir de quoi repousser une invasion le plus longtemps possible. Donc le matériel n'est peut-être pas de grande qualité, mais en tout cas ils sont équipés de ce qu'il faut pour faire face au cas où. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. La précédente vidéo a été vue des dizaines de milliers de fois, j'en suis waouh. Je m'y attendais pas vraiment, j'espère que celle-là fera le même effet. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.